Bonjour à tous. Alors très rapidement, pour me présenter, je sais vous en avez marre des starter packs, mais celui-là était rigolo. Ça fait 20 ans que je travaille dans le SEO, ça fait 20 ans que je fais du SEO. Donc maintenant, je suis dans la catégorie dinosaure. J'ai fait énormément de choses, j'ai travaillé en agence, chez l'annonceur, etc. Je suis aussi Google Product Expert sur la partie Search Console, ce qui me permet d'avoir des infos parfois en avant-première. J'ai plusieurs certifs et cette année-là, je termine ma première année en criminologie. Et je suis consultante senior chez SEO Hackers. Alors, la Search Console, côté vu par les propriétaires de sites, souvent c'est un peu « je comprends rien ». Côté Google, lui, c'est donc un outil pour comprendre les performances et améliorer l'affichage de votre site. Donc, d'après Google, ça va être sympa. Quelques petites choses à savoir. La première chose, c'est que vous devez être, en tant que propriétaire d'un site, vous devez être propriétaire de votre Google Search Console. Ce n'est pas votre agence qui doit être propriétaire et qui vous ouvre des droits dessus. Parce que potentiellement, ça pourrait poser un problème par la suite. L'autre chose, c'est qu'on va choisir le type de propriété dont on a besoin. Et la dernière, on ne panique pas, ça va bien se passer. Même quand Google nous fait des frayeurs, on y arrive à chaque fois. Propriétaire. Dans Google, on a deux types de propriétés. La propriété domaine et la propriété préfixe de l'URL. Quelques exemples. La propriété domaine, c'est par exemple chat-forêt-norvégien.com, c'est un domaine. Le domaine va tout englober. Donc il va englober par exemple le HTTP, le HTTPS avec ou sans 3W, mais aussi tous vos sous-domaines. Franchise, magasin, toutes ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est intéressant d'avoir une propriété domaine qui potentiellement pourrait nous remonter des erreurs et une propriété sur laquelle on va travailler parce que c'est notre site internet et là, on veut les infos. J'ai des cas où j'ai par exemple la franchise d'un côté et le site e-commerce de l'autre. Si je mélange tout, au niveau des requêtes ou des choses comme ça, je vais avoir des choses qui vont être compliquées à analyser derrière où ça va me demander systématiquement de trier, filtrer, etc. Pour l'avoir vu traîner sur le web, on ne fait pas une propriété pour sa pré-prod. La pré-prod, c'est un truc qu'on ne veut pas que Google indexe. Et là, on va justement lui donner l'adresse en disant « tiens, viens voir », alors qu'on ne veut surtout pas qu'il vienne la voir. Donc, on ne met pas de pré-prod dans sa Search Console. On pourrait le faire une fois qu'on s'est loupé, qu'elle est indexée, et là, dans ce cas-là, on va la mettre dans la Search Console pour pouvoir la désindexer plus facilement. Pour ce qui est de la validation, parce qu'effectivement, si on ne valide pas, si on ne se met pas un token, on n'aura pas les données. La validation côté propriété de domaine, c'est la plus complexe. Il faut passer par votre registrar pour faire un enregistrement DNS. Donc Google va vous donner un petit bout de code que vous copierez dans votre registrar. Donc c'est le plus compliqué parce que souvent les gens ont peur d'aller tripatouiller dans leur DNS. Pour les propriétés préfixes de l'URL, vous pouvez simplement les valider en ajoutant un fichier HTML via votre FTP ou une balise HTML ou en associant avec votre compte analytique si vous êtes bien full admin là-dessus, pareil via GTM. Et vous pouvez utiliser les plugins WordPress de type Yoast, SEOpress, RankMath. Eux, ils vont vous permettre en fait de dire juste vous copier la balise que Google vous donne et ça va faire le job tout seul sans que vous ayez à mettre les mains dans le code. Ça va jusque-là? Très bien. La partie indexation. Alors, je sais que quand on arrive sur la Search Console, la première chose qu'on voit, c'est la performance. Et moi, j'ai choisi d'abord d'aller voir l'indexation. Parce que si pas d'indexation, pas de performance. Là, je vous ai mis deux copies d'écran. Un site où on va dire que c'est plutôt pas mal. J'ai 511 pages dans l'index, 9 non indexées. C'est plutôt bien. L'autre, c'est beaucoup moins bien. J'ai 1,4 million de pages non indexées et 64 000 d'indexées. Bon, quand c'est gris, c'est pas bon. Sauf des cas qu'on va voir ensuite. Dans la partie indexation, c'est l'endroit où vous allez pouvoir aller déclarer votre sitemap.
Contrairement à ce que vous pensez, mettre un sitemap, ça ne garantit pas l'indexation. Juste Google va aller le voir, c'est pas pour autant qu'il va indexer vos pages. Donc, ça va l'aider. On peut faire des super trucs avec les sitemaps. On va pouvoir, par exemple, les catégoriser. Si vous avez des très gros sites, vous allez, par exemple, faire un sitemap avec que les produits d'électroménager et un sitemap avec que les vêtements. Et vous pourrez voir votre indexation par catégorie de produits ou par catégorie de sites, si vous avez un blog d'un côté. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, en fait, est-ce que j'ai un déficit d'indexation sur l'intégralité du site ou plutôt sur des morceaux. Attention aux sitemaps automatiques. Donc, tous les Yoast, SEOpress, machin, font des sitemaps. On a tendance un peu à cocher toutes les cases. Et au final, ils sont souvent source d'erreurs derrière. Il y a des pages qu'on ne veut pas indexer. On ne veut pas forcément indexer toutes les pages tags dans un WordPress. Si on coche tout dans Yoast, il va nous faire un sitemap pour les tags. Et du coup, on va aller présenter des pages à Google qu'on ne veut pas indexer. Alors, donc, du coup, il va nous remonter des erreurs en disant « Ouais, mais tes pages, elles ne sont pas indexables, mais tu me les mets. » Donc, des fois, ça complique la lecture. Et pour finir sur cette partie, ça ne garantit pas l'indexation. Si vous avez besoin de mettre un sitemap pour indexer votre site, c'est que le problème, ce n'est pas le sitemap. C'est qu'il y a un problème de construction au niveau de votre site. Ce n'est pas la solution magique, le sitemap. Quand on arrive dans l'indexation, on a un petit sélecteur et qui va nous mettre toutes les pages connues, toutes les pages envoyées, les pages non envoyées et les différents sitemaps qu'on a. Donc toutes les pages connues, c'est tout ce que Google connaît de votre site, y compris des vieilleries que vous avez supprimées depuis très longtemps. Tant que lui les a encore dans son index, ce sont dans les pages connues. Les pages envoyées, c'est tout ce que vous avez dans votre sitemap. Pardon. Et les pages non envoyées uniquement, c'est celles qu'il connaît. Pardon. Celles qu'il connaît et qui ne sont pas dans votre sitemap. C'est là où vous allez pouvoir voir, par exemple, des erreurs, des vieilleries qui traînent, un site hacké. Ça ne sera pas dans le sitemap, mais ça sera dans les pages connues. Si on fait la petite addition, donc les pages envoyées et les pages non envoyées, normalement, ça fait toutes les pages connues. À la source Google. De temps en temps, c'est pas sur des gros volumes. Quand on a plusieurs millions de pages, bon, l'addition, on en discute. Dans cette partie indexation, Google va nous dire, je sais indexer, tout va bien, c'est en vert, donc c'est parfait. Et il va nous remonter toutes les erreurs. Il y a deux types d'erreurs. On va commencer par les erreurs côté site. Côté site, c'est les erreurs 404, des erreurs de serveur, des pages bloquées avec une 403 ou des pages bloquées avec une 401. Ça, c'est dans votre site internet. Donc là, il faut aller vérifier pourquoi vous avez des 404 et les corriger. Pareil pour le serveur, pourquoi est-ce qu'il répond de temps en temps en 500, etc., etc. Donc vous allez sur votre site et vous vérifiez. À noter qu'il n'y a pas de différence entre les 404 et les 410. La 404, c'est document non trouvé. La 410, c'est ce document n'existe plus et il n'existera plus jamais. Mais pour Google, il les traite de la même façon. Et les soft 404, si vous en avez, ce sont des pages erreurs, mais qui remontent un code 200. Donc tout ça, il va vous le dire. Toujours côté site, toutes les erreurs liées à des redirections. Si vous lui faites une redirection qu'il a toujours, par exemple, la page dans le sitemap, mais que vous l'avez redirigée, la première, il va vous dire qu'il ne peut pas l'indexer puisque vous la redirigez vers la seconde. Donc ça, pareil, c'est à vous de vérifier sur le site. Et tout ce qui va être erreur liée à des redirections, c'est en général des problèmes de boucles de redirection ou des enchaînements de redirection. La page A est redirigée vers la page B, qui est redirigée vers la page C, etc., etc. Google, il s'arrête à un moment donné, il n'en suit pas 50. Et donc, en une seule, ça suffit largement. Et a priori, dans votre site, on ne devrait pas avoir de 301. On peut avoir un plan de redirection, mais pas de 301 dans le site. Autre chose où il va vous dire aussi qu'il ne peut pas indexer, c'est quand c'est bloqué par le fichier robot.txt ou c'est exclu par une balise non index. On lui demande de ne pas indexer, il n'indexe pas. De temps en temps, il écoute ce qu'on lui demande. Est-ce que c'est normal? Là, c'est à nous de regarder notre site et de se dire, si c'est normal, je ne change rien. Google, dans ce cas-là, ça devient juste une information. Il me prévient qu'il a vu ces pages-là,
mais qu'il ne peut pas les indexer parce qu'on lui a dit de ne pas le faire. Si c'est pas normal parce que je ne devrais pas avoir de balise no index sur cette page-là, et ben dans ce cas-là, c'est à moi de corriger. L'autre partie, alors un peu plus casse-pied parce que là, c'est plus sur mon site internet, là c'est Google qui décide. On a 3 types d'erreurs. Détecter non indexé, explorer non indexé et page en double. Et je vais vous expliquer celle-ci en particulier. Dans l'ordre, il faut que votre page, il la détecte, qu'il l'explore et ensuite il l'indexe. C'est assez logique, mais ça fonctionne comme ça. Donc par exemple, sur un nouveau site, si vous avez beaucoup de détectés mais non indexés, c'est qui les a vus, ou dans le crawl, ou dans le sitemap, mais qu'il n'est pas encore venu les voir. Quand on est dans explorer non indexé, c'est qu'il est venu la voir et qu'il a pris la décision qu'il n'allait pas l'indexer. Donc là, il faut qu'on revoie notre copie. Et page en double, Google n'a pas choisi la même URL canonique que l'utilisateur. Donc l'URL canonique, c'est notre façon d'indiquer à Google qu'on a 2 pages très similaires sur le site. Le meilleur exemple, c'est les filtres ou les tris. Sur une page de catalogue, on va avoir la page triée par prix croissant, décroissant, mais c'est la même chose, le contenu il est le même, c'est juste l'ordre de mes produits qui va changer. Donc là, on va lui mettre une canonique en disant, bon, ça sert à rien que tu m'indexes toutes les versions triées, etc. Prends que la principale, ça suffit largement. Quand il dit, bah, moi tu m'as indiqué une canonique et moi je vais aller en chercher une autre, c'est très compliqué de lui faire changer d'avis. On rencontre ce cas de figure où nous, quand le contenu, en fait, où on s'est trompé dans les canoniques, où le contenu il est pas top, où finalement il pense qu'il en a besoin quand même. Là aussi où on va rencontrer ce cas de figure-là, c'est par exemple les billetteries en ligne. Vous avez sûrement vu déjà Leclerc, Auchan, Carrefour, ils ont tous la même billetterie. C'est exactement le même service qu'ils appellent. Et là, on peut rencontrer des cas de figure où, par exemple, sur le site Auchan, dans la Search Console, il va nous dire « Je n'indexe pas et j'ai choisi Leclerc ». Ouais, mais non. Donc, ça arrive. On a aussi un cas où, si vous faites des plans de redirection et que, par exemple, vous squeezez toute une partie du site, là, c'est l'IA qui peut mal comprendre et dire bah, « Tu m'as supprimé la catégorie cafetière, du coup, les théières, bah, je pense que tu les supprimes aussi et je choisis une autre canonique. » Là, c'est l'IA qui prend une mauvaise décision. Là, pareil, à lui faire changer d'avis, c'est costaud. Mais ça peut arriver. La suppression. Donc, toujours dans l'indexation, on peut lui demander de supprimer des pages. On peut lui demander 2 choses, de supprimer la page ou de supprimer l'extrait. Donc, vous savez, les petits bouts de texte qu'il nous met parce qu'il raconte n'importe quoi. On peut lui demander de le supprimer. Il va la supprimer pendant 6 mois. Donc, pendant ce temps-là, ça nous laisse le temps de supprimer la page, faire des 404, des redirections, etc. C'est extrêmement rapide. Donc, si par exemple, vous avez des problèmes juridiques à un moment donné, vous avez lancé une gamme de produits, vous n'avez pas vérifié si la marque était déposée, j'ai eu le cas. Et là, il y a un avocat qui vous tombe dessus en moins de 24 heures pour dire cette marque-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et comme Google avait déjà tout indexé, et bien là, il a fallu aller supprimer les pages et très rapidement pour que les avocats, les huissiers derrière se calment en disant vous avez vu, on a fait le nécessaire. Donc ça peut être extrêmement... c'est très rapide et c'est pratique quand on a un problème. Cependant, attention aux actes malveillants. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut être bien propriétaire de votre Search Console. Si vous avez un problème avec un salarié qui a par exemple beaucoup de droits sur votre Search Console, il pourrait, comme il est chonchon après vous, passer et supprimer par exemple une catégorie entière. C'est pareil, j'ai vu le cas. On a cherché un moment avant de savoir pourquoi toute une catégorie du site s'était fait désindexer. On est passé dans les suppressions, mais il avait été malin. Après, il avait supprimé plein de PDF. Donc on est passé en disant non, vas-y, c'est bon, c'est des PDF. Et on ne trouvait pas. On est revenu, on est reparti de zéro. Et en cherchant, en allant en fouillant dans les PDF, on a fini par trouver cette page-là qui était supprimée. Le côté casse-pied de ce truc-là, c'est que je n'ai pas d'historique et je ne sais pas qui a fait quoi. Donc attention, voilà, quand un salarié part, il ne doit plus avoir ces accès-là. Ça va toujours? Je ne vous ai pas perdu? Alors, l'amélioration. Vous connaissez les rich snippets. Donc, c'est la façon de Google d'afficher des petites étoiles. Donc, j'ai fait un focus sur les extraits de produits et les fiches marchands.
qui sont globalement, qui vont être exploités à peu près par les mêmes infos dans notre site. Et ça, il va nous dire en fait s'il les a vus dans notre site et est-ce qu'on n'a pas d'erreur dessus. Ici, c'est un extrait de tout ce qu'on peut avoir dans les sites. Donc ça va des événements aux offres d'emploi, aux recettes, aux FAQ, etc. Pour les avoir, là je vous ai mis l'exemple du fil d'Ariane, qui est un des plus simples à écrire. On passe en JSON-LD, c'est un petit bout de JavaScript qu'on met dans nos pages et qui n'impacte pas l'affichage sur le site. Il ne fait rien, il donne juste de l'info. Et derrière, il va nous remonter si on a des erreurs ou si tout va bien. Ça ne garantit pas notre affichage enrichi côté Google, mais déjà, si on n'a pas d'erreur, on est pas mal. Il va nous mettre si on a des erreurs. Donc une erreur, on n'aura pas d'affichage. Un avertissement, on peut quand même avoir l'affichage, mais il vaut mieux aller les corriger petit à petit. Parce qu'on ne sait jamais, à un moment donné, il peut dire bah ça, moi maintenant, c'est plus un avertissement, c'est une erreur et qu'on perd tout notre affichage là-dessus. Les performances. Vous avez sans doute tous déjà été voir ce beau tableau qui n'est pas très clair. Alors à savoir, si vous mettez une nouvelle propriété, il va vous falloir quelques jours pour avoir les données. Une semaine si le site est complètement nouveau, quelques jours s'il le connaissait déjà. Tous les rapports que vous avez là-dedans sont échantillonnés, sauf les vidéos et la couverture d'index. Dans tout ça, il va enlever un certain nombre d'informations pour des raisons de confidentialité. Par exemple, une requête nom-prénom, il va souvent l'enlever parce que c'est confidentiel. Il va dédoublonner, il va agréger. C'est pour ça que très souvent, on a du mal à s'y retrouver dans tout ce qu'il nous raconte. Toutes les données, comptez qu'il y a un délai de consolidation de 3 jours. Donc, en général, il va falloir, si vous regardez vos chiffres d'hier, probablement, ils vont évoluer. Les rapports de performance sont à l'heure de la Californie. Donc, on a un peu de décalage. Par contre, le rapport de performance des dernières 24 heures est à l'heure de votre compte Google. C'est pour vous simplifier la vie. Alors, quelques définitions. Une impression, c'est quand un internaute voit votre site. Vous faites une recherche, le site s'affiche, ça compte comme une impression. Sauf pour les carousels, les PA, les People Also Ask, les autres questions posées, puisque tant qu'on ne l'a pas déplié, on ne voit pas encore le site. Donc l'impression ne sera comptabilisée qu'au moment où on va déplier, ou le carrousel qu'au moment où on va bouger dans le carrousel. Le clic, c'est le plus facile, c'est quand un internaute a cliqué. Sauf le clic pour les PA, quand il clique pour déplier la PA, ça ne compte pas encore pour un clic. Attention, un clic, ce n'est pas égal à une session dans vos stats. C'est normal. S'il arrive sur votre site et qu'il n'accepte pas les cookies, vous ne pouvez pas le comptabiliser. Et pensez que Google, il fait son ménage. Il dédoublonne, il enlève des trucs, il agrège. Donc en général, ce n'est pas égal. C'est un peu comme compter des carottes et des carottes râpées. Ça se ressemble, mais pas tout à fait. Bon, le CTR, c'est les clics divisés par les impressions. Et la position moyenne, c'est le casse-tête. On compte dans les pages de résultats Google de haut en bas et sur les résultats de type image, de droite à gauche. Aussi dans les carousels. On prend systématiquement la meilleure moyenne pour calculer la moyenne. La meilleure position, pardon, pour calculer la moyenne. Les positions moyennes du graphique sont différentes de celles de votre tableau en bas. C'est toujours pour vous simplifier la vie. Le graphique, en général, correspond à votre site. La partie tableau correspond à la requête, aux pages sur lesquelles vous êtes en train de regarder. Et on n'a pas de position moyenne dans Discover, puisque c'est normal. Discover, vous savez ce que c'est, Discover ? C'est le machin sur vos téléphones Android où il vous propose de l'actu que vous n'avez pas demandé. Donc, comme il n'y a pas de requête, il n'y a pas de position à ce moment-là. Dans votre tableau de bord performance, voilà tous les filtres que vous pouvez mettre. Parce que bon, en global, c'est sympa, mais la position moyenne en fait de votre site sur l'intégralité des requêtes, potentiellement, ça ne vous aide pas beaucoup à comprendre ce qui se passe. Donc, on va pouvoir filtrer et avoir en fait des informations qui vont être un peu plus précises. Je vous conseille d'abord, en général, de mettre le pays
France. Ça va vous éviter peut-être d'avoir du bruit d'autres pays dans lesquels, de toute façon, vous vous en fichez, vous n'êtes pas positionné ou vous n'interviendrez jamais. On va pouvoir comparer les plages de date par 6 mois. On a maximum 16 mois de données à cet endroit-là. À 16 mois plus un jour, on perd le dernier jour dans le truc. Quelques exemples de filtres qu'on peut avoir. Donc ça va être contenant, ne contenant pas, exact, expression régulière, correspond, ne correspond pas. Les expressions régulières, ou avant les comparaisons, vous pouvez par exemple comparer marque, en disant je veux d'un côté toutes les requêtes qui contiennent ma marque, de l'autre côté toutes les requêtes qui ne contiennent pas ma marque, pour avoir en fait un tableau qui va vous donner les marques, enfin votre visibilité marque et la visibilité hors marque. En général, c'est assez facile de se positionner sur sa marque, parfois beaucoup plus dur de se positionner sur son métier. Donc tout ça, c'est pour avoir une position moyenne un petit peu plus explicite en fait. Les regex. Les regex, ça fait un peu peur, mais c'est assez facile et assez rigolo. Ici, je lui demande de me sortir toutes celles qui sont, toutes les requêtes qui vont comprendre ou magasin ou proche de moi, pour avoir en fait toutes les fois où l'internaute cherche du géolocalisé. Je vous en ai mis quelques-unes, un peu plus rigolotes. Par exemple, toutes les questions. Moi, j'aime bien, par exemple, si vous avez du SAV, mettez tous les mots réparer, contacter, traiter, ça marche pas. Et du coup, ça va vous montrer en fait peut-être le moment où les gens cherchent sans vous contacter. Ou est-ce que vous avez la réponse sur votre site? Est-ce que du coup, est-ce qu'elle est explicite? Ou est-ce que vous avez beaucoup de requêtes sur un produit qui ne fonctionne pas? Ça va peut-être vous aider pour dire, oula, j'ai un souci, ça va me tomber dessus. Transactionnel, les promos, les soldes, etc. Tout ça, voilà. Donc ça va vous permettre de trier un petit peu tout ça. Pour les puristes, c'est de la syntaxe R2. Au quotidien, on va se prendre notre petit tableau. Par exemple, là, j'ai pris les chiffres du SDD. J'ai comparé donc les 3 derniers mois avec les 3 derniers mois de l'année précédente. Et il me dit... là, j'ai pris que les clics. Donc, il me dit, par exemple, bah, tu as gagné 68 clics. Donc, je vais trier mon tableau comme ça et c'est là où je vais voir où est-ce que j'ai gagné, où est-ce que j'ai perdu. Parce que des fois, dans le brouhaha de toutes ces données, on ne voit pas forcément sur quoi on a perdu exactement. Là, ça va nous permettre de mettre, bah là, je sais que j'ai gagné des clics sur cette partie-là. J'ai peut-être perdu des clics sur autre chose, mais peut-être que je m'en fiche. C'était du bruit, c'était une requête qui ne me concerne pas. J'ai des requêtes là en ce moment, genre quoi faire à Toulouse. Oui, mais je m'en fiche. En fait, le SDA, il n'a pas vocation à être un site de tourisme. Donc, c'est pas très grave en fait si je ne sors pas et si je perds des clics là-dessus. Là, ici, j'ai mis la requête SDA et je vais voir en fait quelle page a gagné ou perdu. Donc là, on voit que c'est sur la home que j'ai pris le plus de clics. Et ça va me permettre en fait comme ça, moi petit à petit, bah, de fouiller et de trouver à quel endroit j'ai des manques, à quel endroit j'ai des gains, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien sur mon site. Donc côté Discover, voilà, comme je vous ai dit, bon, Discover, très vite, on a des chiffres très impressionnants, mais je n'ai pas de position moyenne. Même chose dans Google Actualité. Allez, les moments de panique. Quand on arrive et qu'on voit ça. Donc là, sur ce site-là, je suis passée de presque 600 000 impressions par jour à 200 000. Et en termes de clics, je suis passée de 20 000 clics jour à peu près à vachement moins, à une centaine. Donc là, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on va faire, on a trié, en disant bah, sur quoi j'ai perdu des clics, etc. Bon, dans ces cas-là, avec des chutes pareilles, on a perdu partout. Donc, on va aller voir, par exemple, les pages sur lesquelles on a le plus perdu et on va les inspecter. Donc, on les met en haut et on clique. Il va nous donner les données qu'il connaît sur la page. Donc là, mon URL, elle est sur Google, elle est indexée et elle est bien en HTTPS. Parfait. Ça, c'est ce que Google connaît de son index. Si vous voulez voir le temps réel, il faut tester l'URL active. Et là, potentiellement, de s'apercevoir que j'ai peut-être un souci, qu'elle n'est finalement pas indexable.
Ici, par exemple, bah voilà, là, typiquement, ma page était passée en no-index, ce qui explique la chute derrière qui a pu se passer. Vous avez aussi la partie Core Web Vitals. C'est rarement la raison pour laquelle un site chute. Mais c'est là où on peut voir aussi qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans notre site. Là, en l'occurrence, on avait eu un indicateur qui s'est dégradé et qui s'est remis à peu près correctement. Je préfère aller dans PageSpeed Insight et d'autres outils pour regarder ce genre de choses. Mais là, je commence à avoir une idée de peut-être de ce qui s'est passé. Là, ici, on voit dans la Core Web Vitals. Attention, à cet endroit-là, il nous parle par groupe d'URL. Il faut rentrer dans le groupe pour avoir des exemples d'URL. Autre point qui pourrait être un problème, c'est dans la partie exploration, donc paramètres, exploration. Là, vous pouvez voir que en bas, le serveur était HS. Et donc, on avait beaucoup d'erreurs 500. Donc là, dans ces cas-là, Google arrête de crawler. Il est poli, il va privilégier l'internaute. Et ensuite, là, on voit que ça va bien. La première courbe, la courbe au-dessus, c'est un nouveau site. Et là, on voit qu'il vient explorer au taquet. Donc tout ça, ça nous donne des indicateurs sur ce qui potentiellement s'est passé. Oups, pardon. Autre raison, vous avez les messages, les actions manuelles. Ça ne va pas. C'est que là, quelqu'un de chez Google est passé et vous a mis un coup de fusil. À remonter, c'est la galère, sauf pour certaines qui sont assez faciles. Je vous ai mis tous les cas de figure sur lesquels on pouvait se faire épingler. Attention, en ce moment, contenu IA, il ne faut pas jeter directement ce que nous colle ChatGPT en mode vas-y, ça va bien se passer. Il commence à râler. Si vous avez affiché les messages associés, si vous n'avez aucun problème détecté, tout va bien. Si vous avez le bouton afficher les messages associés, c'est que antérieurement, il y a déjà eu une pénalité. Et là, vous aurez le détail de votre pénalité. Ça peut être aussi un problème de sécurité, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site, Google vous bloque complètement, enfin bloque les internautes. Là, pareil, en général, il vous donne les infos pour vous aider à corriger le truc. C'est la plus facile à nettoyer. En fait, une fois qu'on a fini de nettoyer, le site revient à sa position normale. C'est vraiment une sécurité côté internaute. Côté facile, parce que bon, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué, vous avez la partie Google Insight, où là, Google va vous décortiquer un peu tout en vous mettant en avant les pages qu'on gagné, les requêtes qu'on perdu, etc. Donc, beaucoup plus facile à lire. Et c'est un outil sur lequel ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup d'améliorations là-dessus. Un peu de tech, donc on a vu la partie paramètres avec les utilisateurs. Voilà. Donc on a en nouveauté là-dedans, depuis cette année, le robot.txt et quelles erreurs il voit. Et il y a un truc sympa, c'est qu'on a l'historique aussi. Et par exemple, quand j'ai un avertissement, il va me dire ce qui lui pose un problème. Et l'historique, c'est bien parce qu'il y a des fois où le client vous dit « moi, j'ai rien touché », il s'aperçoit que si, ils ont juste rajouté 30 règles et que potentiellement, ça ne marche pas bien. Nouveauté en test. Alors normalement, j'étais sous NDA là-dessus, mais l'info a fuité, donc on va dire que j'ai le droit. Dans quelques semaines, je pense, vous aurez la possibilité de mettre une annotation sur vos graphes. Début des promos, tout s'est bien passé, j'étais au WordCamp, dire bonjour à vos collègues, ce que vous voulez. Autre chose un peu plus tech, mais qui est pratique, c'est qu'on peut très facilement maintenant tout envoyer dans BigQuery. L'avantage, c'est qu'on va se dédouaner de nos 16 mois de données. Dans BigQuery, une fois que j'aurai 16 mois plus un jour, eh ben, je ne perds pas mon 16 mois moins un jour de l'autre côté. Très pratique pour les agences où vous pouvez rapatrier tous vos clients dans BigQuery et ensuite vous faire, vous, des tableaux de bord beaucoup plus facilement. Vous pouvez aussi exporter et vous monter des petits Looker Studio avec le connecteur. L'avantage, c'est que vous allez vous dédouaner des 1000 lignes dans le tableau. Là, vous pourrez avoir toutes vos données. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, avec des petites regex et des petites formules dans Looker Studio, je vais pouvoir, par exemple, catégoriser mes requêtes. Là, bon, typiquement, j'ai un truc, c'est marque, non-marque. Donc, on voit que j'ai beaucoup plus d'impressions sur mes non-marques, mais beaucoup plus de clics sur ma marque. Et de l'autre côté, ben, j'ai toutes les parties de mon site, morceau par morceau, les boîtes de petits pois, les boîtes de carottes, les boîtes de haricots verts, etc. Et là, je vais pouvoir voir quelles requêtes correspondent à tout ça et aller un peu plus loin dans mes analyses. Et merci.
Si vous avez des questions, ou vous avez tout compris, ou rien compris. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. C'était sur la slide où ça parlait des Core Web Vitals. Donc, sur par exemple la rapidité de chargement, des choses comme ça, des pages, le time to first back, toutes ces choses-là. Et alors, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais j'entends beaucoup de SEO qui disent que c'est super important d'avoir un site qui est performant, qui charge vite, que Google le valorise beaucoup pour l'indexation. Et moi, j'avais plutôt l'impression que, j'ai cherché dans les Google Guidelines, c'était pas vraiment écrit noir sur blanc que c'était si important que ça. J'interprétais plutôt que si un site charge pas vite, il va avoir un taux de rebond plus important, du coup, on va perdre de la visite. Mais est-ce qu'il y a vraiment une réponse à cette question? Est-ce que Google va vraiment favoriser ou pas? Alors, favoriser, non. En fait, c'est pas parce que notre site... Alors, à site égal, le site plus rapide risque effectivement d'être mieux placé. Mais on n'a jamais, dans la vraie vie, on n'a jamais deux sites complètement identiques. Ce que Google va faire, en fait, c'est que si à chaque fois vos pages, elles mettent plusieurs secondes à charger, potentiellement, il va en voir moins. Il ne faut pas oublier que dans ces règles de politesse, il va privilégier l'internaute. Donc, il va moins venir pour dire « Oula, moi, je prends vachement de temps sur le serveur, donc je vais venir moins souvent pour laisser l'internaute y aller. » Ensuite, en deuxième temps, donc après, il y a une espèce de serpent de mer un peu sur le budget de crawl. On va être un petit peu dans ce même sens. Si nos pages elles mettent beaucoup de temps à charger, forcément il va ramer, donc il en verra moins. Pareil, si vous avez des scripts qui mettent des heures et des heures à se terminer, potentiellement il verra pas toute la page. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va galérer. Après, côté internaute, de toute façon c'est une aberration d'avoir un site qui met plusieurs secondes à s'afficher. Et effectivement, ça va impacter le comportement d'utilisateur. Et quand ça impacte le comportement d'utilisateur, potentiellement, on a des mauvais signaux dans ce qu'on a vu dans le leak de Google, donc ce qui est appelé NavBoost. Donc si on dégrade ou si on se fait flaguer à ce moment-là pour dire que le site est lent et que les internautes ne sont pas super bien sur notre site, effectivement, il va nous déclasser. Donc c'est pas du direct, c'est de l'indirect. Est-ce que ça répond à la question? Oui, très bien. Merci. Bon, j'ai été super claire. Du coup, j'ai une autre question. Quand on va dans Bing et qu'on authentifie les propriétés en se connectant à la Google Search Console, Bing il va travailler comment? Il va juste dire ok, j'ai authentifié, c'est bien le propriétaire, et il fait de son côté son travail, ou en même temps il va un peu regarder ce que fait Google Search Console pour récupérer des données en plus? Alors je crois que Google et Bing ils se parlent pas trop. Ok. Non, a priori il prend juste sur la partie authentification et après il fait sa sauce. D'ailleurs la console Bing est vraiment sympa aussi. Il y a plein d'infos, il y a la partie indexation qui est sympa, où on peut booster un peu l'indexation. Donc, et Bing, même si c'est pas mon chouchou, l'IA et notamment ChatGPT se nourrit beaucoup de Bing. Donc, il faut arrêter de délaisser Bing, il faut se remettre dedans, et notamment en commençant par la console de Bing proposée. Merci. Bien, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir merci te libérer. Merci beaucoup, Sandrine.